Aujourd'hui, eh bien, le débat est sur la table ronde sur les points de vente. Enfin, je pense que c'est l'élément essentiel dans le marché. J'ai animé les deux précédents tables rondes. Tout le monde reconnaît que c'est un marché d'offres et qu'on peut faire tous les efforts qu'on veut. S'il n'y a pas les points de vente, le marché, s'il se limite à la vente sur Internet, il est limité tant en volume qu'en diversité. Donc là, on a les représentants de 5 points de vente indépendants, dynamiques, très divers, et ça va être intéressant de voir comment ils travaillent et quelle est leur approche. Alors, je vous demandais d'abord de vous présenter en juste. Oui, bonjour. Donc, je suis Henri Moisan, le créateur et responsable de Vidéosphère. Vidéosphère à Paris, boulevard Saint-Michel. Qui a été créé en 1993. Donc ça fait 20 ans qu'on existe. Voilà. Bonjour, moi je suis Justine Simon, je représente Vidéodrome, bientôt Vidéodrome 2 à Marseille. Donc je suis associée de la SCOP DCA et également membre du conseil d'administration de Solaris, l'association. Donc puisque Vidéodrome c'est à la fois un vidéoclub et une librairie DVD, livres, revues, fanzines, qui existe depuis plus de 12 ans, mais donc on a racheté avec la SCOP DCA il y a 2 ans, dans le but d'ouvrir aussi une salle de projection non commerciale, donc qui est gérée par l'association Solaris, avec un petit café. Voilà. Bonjour, moi c'est Guillaume Sapin, je suis responsable de l'association La Nouvelle Dimension qui prolonge un projet que je mène depuis 8 ans d'un vidéoclub boutique DVD, bar sans alcool aussi, accessoirement, et un ciné-club aussi, et tout ça dans une ville de 2000 habitants à Florac en Lozère. Voilà, donc là on démarre sur de nouvelles fonctions en développant de l'éducation à l'image aussi pour l'année 2015. Bonjour, moi je m'appelle Cécile Menanteau et j'ai créé avec mon associé il y a donc juste 1 an un projet un peu hybride à Nantes, en plein centre-ville de Nantes, une librairie, un café et un lieu de vente uniquement et pas de location de DVD. Café, je précise, nous, c'est l'inverse, avec licence 4, c'est-à-dire un lieu de convivialité autour du livre et du cinéma, en sachant que ma collègue et moi venions de l'exploitation cinéma. Donc on a un passif beaucoup plus du côté des salles de cinéma, et que voilà, aujourd'hui on a voulu tenter l'histoire de raconter toujours une relation avec la clientèle des cinémas, mais plus sur un lieu de vente voilà, qui touche aussi bien le livre que le DVD. Mais donc moi j'ai une très petite expérience par rapport aux personnes qui sont autour de moi. Bonjour, donc je m'appelle Thomas Aufort, je suis l'un des animateurs du vidéoclub du Cinéma Luxe, un cinéma qui a plus de 50 ans. C'est une association à l'origine, et depuis 1996, il y a un vidéoclub qui s'est développé à l'intérieur, qui se transforme en boutique, en cafétéria. Donc voilà, vidéoclub, cafétéria, boutique et 3 salles de cinéma surtout. Donc voilà. Alors c'est pas ma principale activité, je suis aussi chargé de cours le lundi à l'université, ce qui est complémentaire en cinéma. Et je réalise aussi des films, des clips. Voilà. Bon. Voilà, merci. Alors, Henri Moisan, Vidéosphère, je crois que tout le monde ici le connaît. C'est à Paris. Quand on regarde sur votre site internet, vous annoncez 40 000 titres. Si je vais là-bas, il y a 40 000 titres. Oui, c'est ça. On a environ 40 000 titres. On doit avoir environ 20 000 titres en VHS et puis 20 000 titres en DVD. Et puis aussi un peu de Blu-ray. Un peu seulement. Oui, le Blu-ray, pour nous, le plus important, c'est d'avoir le film. Quel que soit le support, que ce soit en VHS, en DVD ou en Blu-ray, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Hein. Et les VHS sont bien conservés Oui, alors en général, elles sont bien conservées. Et puis, on a remarqué que pour la location, une VHS avait une durée de vie beaucoup plus importante que le DVD.
C'est-à-dire Le DVD à la location, il se raye très vite. ah oui. Alors après, on peut le réparer une fois, 2 fois. Et puis si jamais c'est une grosse rayure ou qu'il est fêlé, c'est fini, c'est la poubelle. Alors qu'une VHS, il y a toujours un moyen de la récupérer. D'accord. Alors, vous faites donc vente et location. Quelle est la répartition Alors, quand on a commencé donc en 93, on a ouvert avec 1000 références. Maintenant, comme je vous dis, on en a 40 000. Quand on a ouvert en 93, on a tout de suite commencé à faire de la vente. Parce que pour nous, vente et location, c'est un tout. Pour un vidéoclub, faire que de la location, je trouve que c'est dommage. Et puis vice-versa. Et maintenant, la répartition actuelle, ça va être plus 70% en vente et 30% à la location. Donc ça s'est complètement inversé. Ça, c'est le nombre d'actes ou le chiffre d'affaires? Je parle au niveau chiffre d'affaires. D'accord. Et au nombre d'actes ça va être à peu près pareil. D'accord. Oui. Et vous avez des tarifs, c'est-à-dire la location à tel prix, et puis les DVD ou les VHS, Alors, prix, ça varie suivant le support, il n'y a aucune distinction. Le tarif de base sans abonnement, c'est 6 € le film. Après, on a des tarifs étudiants, des tarifs abonnés. Disons que ça redescend à 3,50 € le film en tarif abonné étudiant. Mais maintenant, que ce soit une VHS, un Blu-ray ou un DVD, ce sera le même prix. Et la vente? Et la vente, ça commence. On fait très peu d'occasions. Donc on travaille avec tous les éditeurs indépendants qu'on a pu voir sur le salon. Et puis aussi on travaille avec les majors, avec Studio Canal, et puis toutes les grandes enseignes. Donc vous avez à la fois les nouveautés et puis les films de catalogue. Voilà, je pense que c'est important d'être spécialisé, mais très ouvert et très large. Et pas uniquement films de cinéma. Non, on fait aussi documentaires, enfants. Et quelle est vous avez la répartition entre films de cinéma, documentaires, enfants, séries télé? Vous avez une idée, grosso modo, enfin entre le cinéma, disons, et le reste? Non, le cinéma va quand même prendre 80% des locations et des ventes. D'accord. Bien que le documentaire, par contre, le documentaire marche très bien chez nous. Votre public, c'est quoi? C'est des habitués principalement Alors notre clientèle, ça va être d'abord une clientèle de quartier, évidemment. Après, on a une clientèle de cinéphiles qui viennent de Paris, de la banlieue, et puis même on fait de la location par correspondance sur toute la France et même parfois à l'étranger. Et ensuite, on a aussi une clientèle de professionnels. On travaille beaucoup avec des institutions, des productions. Quand ils préparent un long métrage, ils ont besoin d'avoir des références sur les décors, sur les costumes. Donc on travaille avec toute cette catégorie de professionnels. Et c'est quoi la superficie du magasin? La superficie, alors, elle est quand même assez grande, assez importante. On a 170 mètres carrés au sol. Et après, j'ai une réserve qui est très importante, vu le nombre de stocks qu'on a, aussi bien à la location qu'à la vente. Je dois avoir une réserve de 80 mètres carrés, ce qui est pas mal quand même. D'accord. Et vous avez combien de personnes qui travaillent l'équivalent temps plein, parce que je sais pas, vous avez... Oui, voilà, on a pas mal de mi-temps. Disons qu'en temps plein, on va avoir 4 personnes en temps plein, l'équivalent de 4 personnes. Ce qui n'est pas beaucoup, vu nos horaires d'ouverture. Oui, c'est quoi alors Donc on est ouvert tous les jours de midi à 21h30, et puis le vendredi et samedi jusqu'à 22h. Et le dimanche, on est ouvert le dimanche aussi, de 13h à 21h30. Et ce qui est important, c'est un petit peu ma fierté et puis mon fardeau, c'est qu'on est ouvert depuis donc 20 ans et on n'a pas fermé un seul jour depuis 20 ans. Que ce soit le jour de Noël, le jour de l'an, au mois d'août, on est ouvert tout le temps, tout le temps. Et votre chiffre d'affaires, grosso modo, c'est... Bon, en gros, c'est dans les 700 000 € par an.
Et c'est plutôt la tendance, ça se maintient ou Non, comme on note une baisse Par rapport aux années 2000, ça a baissé. Maintenant, grâce à la vente, la location, comme je vous disais tout à l'heure, la location a énormément baissé puisqu'elle fait plus qu'en gros 30%. Et avec la vente, on réussit à stabiliser le chiffre d'affaires. Et ce qui est important aussi, c'est que pour nous, la boutique, c'est la vente de DVD, la location de DVD, mais c'est aussi tout un univers autour du cinéma. C'est-à-dire on fait aussi les affiches, les cartes postales, les livres. Voilà, c'est tout un univers. Et je pense que c'est important d'être spécialisé, mais d'être large et ouvert. Et ça, ces produits qu'on pourrait appeler annexes, ça représente quoi du chiffre d'affaires? En gros, je dirais que c'est environ 30% du chiffre d'affaires. Ah oui, ce qui n'est pas négligeable non plus. C'est important. Ouais. Et votre... Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est donc boulevard Saint-Michel, en face du Jardin du Luxembourg. Il y a beaucoup d'écoles, donc on a aussi tout un rayon qu'on a appelé Vidéosphère Kids, qui est réservé aux enfants. Donc on a évidemment tous les films d'enfants et puis aussi des petites figurines qui ont rapport aussi avec le cinéma, dans le sens où c'est des petits gadgets, voilà. Et cette année, par exemple, votre meilleure vente ou vos meilleures ventes, ça a été quoi? C'est difficile à dire ça, parce que comme je vous disais, on a une clientèle très large et je ne peux pas donner de titre. Vous pouvez pas ou vous voulez pas? Non, non, disons que peut-être c'est toujours les blockbusters quand même, c'est-à-dire le record de vente de vidéos de l'année. Non, je dirais que le film qu'on a peut-être le plus vendu cette année, c'est La Chaudrome. Bon, il y a une raison simple, c'est que on est les seuls à le vendre. Voilà. Vous savez, c'est édité par KG Productions et Costa Gavras. Et puis il a eu la gentillesse de nous laisser un petit peu l'exclusivité, quoi. Et en tant que point de vente, si vous aviez à définir votre ou vos principales difficultés, c'est quoi? Écoutez, je pense que ce qui est difficile, c'est, par exemple, je vais dire une chose assez intéressante, c'est à Washington, il y a 6 mois, le dernier vidéoclub a fermé. Donc il n'y a plus un seul vidéoclub dans une grande ville. Apparemment, c'est à cause de Netflix, non? Alors non, moi je ne crois pas que ce soit à cause de Netflix, parce qu'il me semble qu'il y a une clientèle qui est toujours là, qui existe, qui n'a pas envie de Netflix. Nous, moi je vois, on a beaucoup de clients qui n'ont pas de télé, qui refusent d'avoir la télé et qui viennent au vidéoclub pour pouvoir choisir. Ils n'ont pas la télé, ils ont quand même un écran. Voilà, hein. Oui, d'accord. Ils peuvent avoir l'ordinateur. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. Ouais. Il y en a qui n'ont même pas la télé. Ouais. Et donc, je pense que une grande difficulté, ça va être de s'implanter. Parce que pour avoir un commerce culturel, il faut quand même être bien placé dans la ville. La boulevard Saint-Michel, c'est un emplacement de choix. Et donc, on a à faire face au foncier, au loyer. Et je pense que c'est une grosse difficulté. Et si les vidéoclubs ferment dans les centres-villes, je pense que c'est une des raisons aussi importantes. Voilà, donc c'est un point important. Et sinon, vous me disiez que le fait que vous payez 20% de TVA plus 2% au compte de soutien et que vous n'avez rien en retour, c'est... Voilà, c'est ça. Nous, c'est vrai qu'on a au total 22% de TVA. C'est quand même assez lourd. Grâce au calife, on a réussi à avoir une aide. Par exemple, il y a 2-3 ans, j'ai eu une aide petite, mais c'était un beau geste quand même pour le loyer. Voilà, et je trouve que ça devrait être un petit peu plus... ce serait bien qu'il y ait un retour pour des boutiques indépendantes comme les nôtres. Et vous êtes optimiste? Comment vous voyez les 2-3 ans à venir?
Oh, bah, ça va être difficile. C'est difficile, mais on va tenir le coup. D'accord, alors on reviendra Oui. à vous. Alors Cécile Mananto, vous étiez avant au 14A, une salle bien connue à Nantes, et vous êtes lancée dans la vidéo. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette aventure? Parce que le cinéma, c'est plutôt un secteur qui a le vent en poupe. La vidéo, c'est vraiment le désir d'indépendance. C'est-à-dire que moi, ayant fait un parcours purement dans l'exploitation de cinéma, enfin dans le cinéma en général, la distribution, la production et tout ça, et j'ai fini par l'exploitation qui était ce que je préférais dans toute cette chaîne du cinéma. Après être passé, en effet, je suis d'abord passé par le réseau MK2 à Paris, puis j'ai repris la direction du 14A à Nantes pendant une dizaine d'années. J'allais dire, comme j'ai un peu la bougeotte régulièrement, l'étape d'après, c'était de prendre ma salle. Parce qu'à un moment donné, passer d'un groupe comme MK2 à un groupe comme Cinéville, qui possède le 14A, qui est une salle indépendante et un groupe indépendant, mais malgré tout, j'étais employée d'un groupe, et donc j'avais des choix limités. Mon désir personnel était d'aller jusqu'au bout de ma démarche. Comme je disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre à une clientèle. Et donc, ce désir d'indépendance, il était plus fort que tout. Et que, voilà, en revanche, aujourd'hui, de moi, me dire, tiens, je vais m'acheter une salle de cinéma et puis me lancer dans l'exploitation, connaissant bien ce milieu, c'était totalement une folie. Que je ne pouvais pas me permettre, et connaissant bien, moi je viens du cinéma et je suis passée maintenant là par le milieu de la librairie. On est dans cette période où on est passé par le numérique. Et aujourd'hui, c'est quelque part à la fois plus simple, mais en même temps bien plus compliqué de créer ces lieux, parce que il y a un nouvel outil qui facilite techniquement l'accès aux livres, aux films, mais qui, pour ouvrir un commerce, devient évidemment un handicap financier, économique. Et donc, à la fois, la folie d'acheter une salle de cinéma, de me faire plaisir pour avoir mon indépendance, c'était un rêve, mais je ne pouvais pas me le permettre. Or, en revanche, me dire, j'ai envie de créer un lieu. En fait, moi, c'était plutôt ça. C'était pas... c'était dans ce monde qui, en effet, devient de plus en plus chacun dans son lieu, chacun derrière son ordinateur, tout le monde a accès à tout. Je crois pertinemment qu'au contraire, on a besoin de lieux de fréquentation, de lieux d'échange et qui mélangent en effet les plaisirs. Et l'idée, elle était aussi simple que ça, de me dire, je vais créer un lieu où on va mélanger le plaisir d'accès et de partage du livre, du film et du café, parce que tout ça, ça va très bien ensemble. C'est très simple, mais quand là, les gens viennent chez nous depuis un an, ils nous disent, on se sent comme à la maison, et c'était tout à fait ça. C'était plutôt que de rester chez soi bien, à regarder un film, à boire un verre de vin ou un café et à parler avec ses amis, autant trouver un lieu en ville qui propose tout cela. Donc ça a été vraiment le passage, encore une fois, l'envie de l'indépendance, quitte à avoir les problèmes de l'indépendance, et ça c'est sûr, mais de créer un lieu de convivialité autour du cinéma. Et comme je viens du cinéma, en même temps, je suis restée dans la même ville, parce que ça aurait été encore plus fou de vouloir créer ça dans une ville où je ne connaissais ni le public, ni la cible, ni les partenaires. Comme j'avais depuis 10 ans créé un réseau lié au cinéma, avec un public, avec tous les partenaires culturels locaux, j'allais dire, c'était une espèce de continuité en fait assez simple pour moi, de dire, si vous avez aimé ce que j'ai fait sur les écrans du 14A, venez voir ce qu'on fait dans un lieu beaucoup plus petit, avec une échelle économique totalement différente. C'est 80 mètres carrés tout compris, donc c'est avec de quoi mettre des livres, des DVD et un café. Donc c'est compliqué. Mais c'est très bien placé, c'est-à-dire qu'on en reste toujours au même. Il faut mieux avoir 80 mètres carrés très bien placés en centre-ville de Nantes que 120 mètres carrés qu'on aurait préféré, un peu moins bien placés, dans 3 rues derrière, où on sait que... Vous avez combien de références? Alors actuellement, on est un peu moins de 2000 références, donc c'est très peu par rapport à tous mes voisins. Mais à Nantes, la concurrence... Ça, c'est DVD, parce que vous DVD, faites je parle. Et après, il y a les livres, on a 4000 livres, et puis on a l'espace café, tout est mélangé, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu scinder les espaces, on veut que
que les gens aient plaisir de boire et de consommer au milieu sans qu'il y ait de gêne. Donc ça aussi, c'est une complexité de créer ces lieux hybrides. En France, de toute façon, créer un lieu hybride, c'est très compliqué à tout niveau, mais on voit qu'en même temps, ça fonctionne. C'est-à-dire que la clientèle, elle cherche ça. En fait, il y a une espèce d'évidence aujourd'hui. On est dans un lieu qui est un exemple de cela, c'est-à-dire où les gens, je pense, sortent de chez eux quand ils trouvent des lieux justement où on a un peu pensé pour eux le mélange des genres, la facilité d'accès. Voilà. Et après, c'est d'une vraie évidence, quoi. Voilà. Et le public, c'est principalement, j'imagine, un peu le public du 14A. Oui, complètement. C'est un peu au départ, mais est-ce que ça élargit? C'est quel type? Comment vous le définissez? C'est la catégorie qui fréquente aujourd'hui les librairies et les cinémas arts et essais. Voilà, très typique. Donc plutôt féminin, j'allais dire, sans tomber dans les clichés, mais de 25 à 60 ans, et voilà, extrêmement féminin, plutôt ayant des revenus. Mais nous, on est en même temps très contente de voir qu'on a vraiment un public très 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 mélangé. On a aussi bien des jeunes qui viennent avec leur skate parce qu'ils aiment bien boire une bière chez nous, et qu'en même temps il y a un DVD qui va leur plaire. Et puis il y a les ultra cinéphiles qui savent qu'ils ne vont pas forcément trouver la référence qu'ils cherchent, mais ils vont accepter de la commander et d'attendre une semaine voire plus pour avoir le DVD qu'ils veulent, parce qu'ils ne veulent pas passer par internet, parce qu'il y a une... moi je crois que j'arrive à un moment donné de l'économie de ces boutiques-là, qui est à la fois compliquée puisque on a beaucoup d'ennemis pour vendre du DVD aujourd'hui, mais en même temps on arrive à un moment donné où les gens ont pris beaucoup conscience des problèmes de lieux comme les nôtres, et c'est vrai que la librairie en particulier, on en a beaucoup parlé ces derniers mois. Je crois que les clients de ces lieux-là vraiment ont compris le danger qui était là. Ils ont vu fermer beaucoup de boutiques en province, à Paris et ailleurs. Et donc ceux qui sont là, c'est un geste très très citoyen, clairement. Alors, est-ce qu'on pourra vivre longtemps avec que ce public-là? Je ne sais pas, j'ai pas le recul, mais clairement, il y a une volonté de soutenir des lieux comme les nôtres. Voilà. Vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure? On est ouvert, on est fermé dimanche, lundi, et on est ouvert à 10h le matin jusqu'à 20h30 mardi, mercredi, jeudi, et jusqu'à 22h vendredi, samedi. Et la partie bar, vous faites restauration à l'heure du déjeuner? On fait petite restauration à l'heure du déjeuner, c'est ouvert en continu, et l'idée c'est qu'à n'importe quel moment de la journée, on puisse acheter un DVD, acheter un livre, consommer, boire ou manger, et participer, parce qu'évidemment c'est un lieu qu'on anime aussi beaucoup, on fait beaucoup d'animation aussi bien côté livre que côté DVD que côté bar. Voilà. C'est-à-dire animation, vous faites aussi bien des rencontres. On a en fait, c'est un lieu sur un rez-de-chaussée et un étage, et à l'étage tout le stock livres DVD est au rez-de-chaussée. À l'étage, c'est un lieu où on peut continuer de consommer, plutôt canapé, etc. Et on a un vidéoprojecteur, et c'est un lieu où quand il y a des rencontres, selon le nombre de personnes attendues, et si on a besoin d'images pour des rencontres autour d'un cinéaste, etc., on va faire ça à l'étage, puisque le lieu est à la fois, j'allais dire, propice à une rencontre assez intime. À l'étage, on peut être une petite trentaine de personnes, alors qu'au rez-de-chaussée, on peut être plus nombreux. Mais c'est vrai que, je sais pas, par exemple, on a fait une animation autour d'un cinéaste comme Derek Jarman, avec, aujourd'hui, il est certainement le spécialiste de Derek Jarman, avec un montage d'extraits qui permettent de discuter et de parler par ailleurs de ce qui est disponible ou pas aujourd'hui autour d'un cinéaste assez difficile d'accès, justement. Et vous êtes combien pour faire marcher l'ensemble? On est deux gérantes, co-gérantes, et voilà. Alors, ce qui est un peu chaud pour l'instant. Alors c'est dimanche, c'est vrai. Oui, hier dimanche, je me suis fait remplacer exceptionnellement. Les deux, on n'a pas le droit de travailler autant. Ce qui est bien, c'est qu'on a le droit. Quand on est co-gérante, on fait ce qu'on veut, donc c'est ça qui est bien, la liberté, l'indépendance. Vous y arrivez? On n'est qu'à un an. Maintenant, il va falloir envisager, en effet, d'être 2,5, 3. Ça, c'est sûr, ouais. C'est complexe. Et cette année, c'était quoi votre meilleure vente en DVD? En DVD. C'est pareil, c'est une question un peu complexe. Après, ça a été justement les animations. Il se trouve que Nicolas Philibert est passé nous voir parce qu'il y avait une rétrospective au cinéma, parce qu'on crée aussi des liens avec d'autres structures de Nantes, évidemment. Et nous, la Maison de la Radio, ça a été on a vendu énormément de DVD de ce film-là.
Voilà, après, j'ai pas d'autres titres en tête, mais des choses qui, moi, me surprennent souvent. Je n'ai pas beaucoup de recul, donc voilà, mais je suis très étonnée de voir les choix d'un public qui demande des choses auxquelles... parce que comme je tâte le terrain, je ne connaissais pas encore forcément ce que le public allait nous demander, et je vois qu'ils sont... je pense qu'aujourd'hui, on a affaire à un public très, très pointu qui vient chez nous parce qu'il recherche... plus, enfin, nous on n'a pas du tout de blockbuster, on a un petit lieu, donc on a fait des choix assez drastiques et assumés, aussi bien côté livre que côté DVD, et nos choix ils sont évidemment en effet plutôt on va dire très cinéphiles, très arrêt-essai. Du coup on n'a pas ce qui se vend en masse mais ce qu'on a nous, les gens viennent le chercher chez nous, donc voilà, on va vendre un titre qui va être un peu crypto ailleurs, on va le vendre bien parce qu'on va le défendre, et puis parce que les Nantais savent qu'ils vont pouvoir le trouver chez nous. Voilà. Et vos principaux problèmes, c'est quoi ? Alors, j'ai pas encore beaucoup de recul, mais bien sûr, le problème, ça va être de faire, tourner la marmite, c'est-à-dire que c'est une économie compliquée, puisque nous, on touche à 3 activités, donc on a des TVA dans tous les sens, et qu'on a des marges aussi dans tous les sens. Et qu'aujourd'hui, à 1 an, là, ce qui nous satisfait, c'est qu'on est à un ratio 60-40, c'est-à-dire qu'on, dans notre chiffre d'affaires, on est à 60% de ventes, on va dire, globalement produits culturels, livres, DVD, et 40% l'aspect bar, petite restauration. Ce qui est pour nous très encourageant, puisque c'était le but qu'on s'était mis à peu près à 3 ans. En 1 an, on l'a atteint, donc on se dit qu'il n'y a pas de raison que la partie culturelle ne progresse pas. On va être, je pense, de plus en plus crédible à ce niveau-là. J'allais dire, vendre un verre de vin, c'est pas très compliqué, il n'y a pas tellement de crédibilité à acquérir, ça va assez vite quand on a une carte bien foutue, quoi. Et en revanche, voilà, gagner en crédibilité sur faire des animations, sur les choix que nous avons faits, alors qu'à Nantes, il y a quand même un choix énorme de librairies. De points de vente DVD, aujourd'hui, il n'y en a plus que 2 en centre-ville, et après, en périphérie, il y en a beaucoup. Du coup, voilà, la difficulté, ça va être essayer de faire grimper, évidemment, la place pour les produits culturels dans le lieu, en sachant que le lieu a ses limites physiques, et en même temps, essayer de gagner des marges sur les livres et sur les DVD. Moi, je connaissais bien le cinéma d'un point de vue exploitante, mais je ne connaissais pas le milieu du DVD. Et c'est une découverte pour moi de comprendre aujourd'hui qu'on gagne très peu sur la vente d'un DVD, et en tant que, en tout cas, commerce, et qu'il faut comprendre comment tout ça fonctionne pour pouvoir tenir à terme. Vous ne faites pas de location ? Non, alors nous, on ne fait pas du tout de location, et d'après ce que j'entends, comme je vois que c'est quelque chose qui est plutôt en baisse, autant j'y pensais, autant je me dis que c'est peut-être pas forcément une très très bonne idée. D'accord. Alors, Thomas, Thomas Aufort, le luxe, alors c'est à la fois une salle de cinéma, donc trois écrans, et puis il y a une boutique à côté qui a été créée. Alors parlez-nous de cette boutique. Je pourrais presque raconter une histoire en disant que je suis arrivé à Caen, je suis auvergnat, je suis de Clermont à l'origine, je suis arrivé à Caen pour faire des études en 96 en cinéma, et on m'avait vanté les mérites de cette ville. On m'avait dit il y a 2 cinémas à réessayer, il y a le Café des Images, le Cinéma Luxe, avec une programmation très exigeante, très intéressante. Je me suis dit très bien, et il y a les cinéastes qui se déplacent, qui viennent dans ces cinémas pour parler de leurs films. Je dis mais c'est extraordinaire, moi en Auvergne les cinéastes ne viennent pas. Déjà, c'est à 6 heures de Paris, donc tout s'explique. Donc je me suis dit, c'est comme ça que j'ai fait le choix aussi de faire des études donc à Caen. Et j'arrive dans un des 2 cinémas et je découvre, en fait, plus qu'un cinéma, je découvre un vidéoclub à l'intérieur de ce cinéma qui prenait quasiment tout l'espace, tous les murs. Je dis mais c'est extraordinaire, mais c'est un vidéoclub, c'est un cinéma, qu'est-ce que c'est exactement ? Et je rencontre le gérant du vidéoclub, pas du cinéma, qui m'explique qu'il avait demandé à l'autre cinéma, qui lui avait dit que c'était pas du tout cohérent d'avoir un vidéoclub dans sa maison, parce que c'est contre-productif, c'est complètement antagoniste avec des salles de cinéma. Et le Cinéma Luxe avait accepté, avait parié sur le fait que, au contraire, pourquoi ne pas faire découvrir aux clients de ce cinéma, par le biais de la VHS, à l'époque c'était encore la VHS, des cinéastes comme Bergman, Tarkovsky, Satyajit Ray, etc.
Donc je me suis inscrit au vidéoclub. Je suis allé donc j'ai fréquenté ce cinéma, les autres cinémas. Et j'ai construit toute ma cinéphilie. Donc j'avais, je sais pas, 18-19 ans. Grâce finalement au vidéoclub et à cette salle de cinéma, qui était très complémentaire. Et du coup, moi je suis arrivé en fait il y a 10 ans. Parce qu'entre 96 et justement il y a 10 ans, je me suis investi bénévolement. On peut être bénévole en fait dans ce cinéma. On peut aller coller des affiches, faire le contrôle, et en échange on avait des places gratuites. Alors quand on est étudiant, c'est extraordinaire parce qu'on peut aller au cinéma gratuitement. C'est vachement bien. Et je me suis tellement investi qu'au bout d'un moment, le cinéma luxe m'a proposé de gérer le vidéoclub qui ne marchait plus, mais que eux s'apprêtaient à acheter. Pendant plus de 10 ans, donc le vidéoclub est passé de main en main. Il y a eu plusieurs gérants. C'est devenu une sorte de librairie à un moment donné. C'est redevenu un vidéoclub. Il y avait 2 salariés, je crois, à l'époque, donc c'était complètement indépendant. Ça fonctionnait pas du tout. Et le luxe, à un moment donné, la salle qui louait le fonds de commerce appartenant, les gérants qui en le fait, louaient au vidéoclub. Exactement. En fait, non, c'est ceux qui avaient créé ce vidéoclub, en fait, de louer en fait cet espace-là, en fait, pour leur commerce. Mais ça n'a pas du tout marché. Ils ont tout essayé. Ils sont ouverts au cinéma de genre à un moment donné. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Le luxe, à un moment donné, a fait le pari, encore une fois, de reprendre cette activité. Ils m'ont demandé d'être co-animateur avec une autre personne. On était 2 à cette époque, maintenant on est 3. Donc voilà comment j'en suis arrivé à travailler donc, dans ce vidéoclub qui aujourd'hui, en fait on a vécu une énorme crise. Là, tu parlais de 2013-2014, tu as vu 50% des loueurs qui ont disparu. On a vécu aussi cette crise, on s'est dit, mais on va développer. Le luxe fait à peu près combien, les salles font combien d'entrées? Le luxe, justement, c'est... la spécificité de ce lieu-là, c'est que dans ce vidéoclub, finalement, cette boutique, il y a 150 000 personnes qui vont circuler, qui vont aller dans les salles. 150 000 entrées dans les salles. 150 000 entrées par an, à peu près. D'accord. Donc c'est vrai que c'est vraiment spécifique à un lieu comme ça, puisque en fait donc on n'est pas situé au centre-ville, on est vraiment situé dans la périphérie, pas loin de la gare. Et donc les gens en fait vont voir des films et dans le hall, ils découvrent ce vidéoclub. Donc nous c'est parfait pour nous en fait. Et la boutique fait des ventes et locations ou uniquement ventes Alors maintenant on fait aussi de la location. On est à 1500 titres. Donc on a arrêté la VHS depuis très très longtemps. D'ailleurs on les a l'ensemble des offertes. titres vente et location, ça fait combien? 1500? Alors non, location c'est 1500 et vente c'est un peu plus de 500. Et la répartition du chiffre d'affaires entre les deux? Alors là ça s'est inversé depuis un petit moment. Maintenant c'est la boutique qui fonctionne plus. Et on a aussi une cafétéria. Alors, vous avez en plus une cafétéria, mais c'est pas vous qui vous en occupez ou c'est vous? On s'occupe et de la cafétéria et des locations et du vidéoclub et de la boutique. Et de la vente d'affiches, vente d'objets, etc. Et des animations. Le chiffre d'affaires de l'ensemble, c'est grosso modo... Je suis incapable de... Je sais pas. D'accord, c'est pas vous qui... Je suis pas le responsable, mais je sais pas, je pourrais pas vous dire. La comptabilité. Est-ce que les locations ou les ventes de DVD ou de la boutique suivent la courbe des entrées? C'est-à-dire, il y a un film qui marche très fort et on monte Mommy et d'un seul coup, les locations et les ventes de DVD augmentent ou pas? Oui, ça a forcément une conséquence directement, mais à plusieurs niveaux. Ça peut être par exemple Mommy qui fait que les gens vont venir auprès de nous commander des films de Xavier Dolan ou voir si on a Tom à la ferme ou ses films précédents, Les Amours imaginaires. Donc là il y a des conséquences vraiment ciblées, directes. Et il y a aussi un public qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui par exemple avec Bande de filles, qui a ramené beaucoup de jeunes en fait. Ils sont venus dans notre boutique, ont découvert la boutique et sont repartis, je sais pas, avec un DVD de film d'horreur ou à 10 €, qu'on découvre ceux qui ont été voir Bande de filles, ils ont acheté des films d'horreur. Oui, c'est on a pu se rencontrer et puis ça représente une minorité. D'accord, oui. Et vous faites également le Blu-ray? Alors le Blu-ray ne fonctionne pas du tout. Alors en location, c'est même pas la peine d'en parler. Nous Et en vente? Et en vente, non, c'est vraiment, ça représente rien. Vraiment, ça représente. On a un bac Blu-ray, mais on ne vend rien.
Donc le public RSS, c'est vraiment quand même le prix est un élément important, j'imagine. Le prix pour les salles ou pour le DVD? Enfin la vidéo, c'est-à-dire le Blu-ray, c'est quand même Oui, il y a ça. Et puis ce qui est très étrange, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Blu-ray ou qui prennent un Blu-ray pour un DVD. Qui veulent nous acheter un Blu-ray à 25 €, on leur explique, même si on sait qu'ils peuvent le savoir, on leur explique que c'est un autre format. Et ils repartent souvent avec un DVD parce qu'ils sont pas équipés en fait. Et on avait ici le représentant de Utopia qui ont lancé une formule avec une clé. Oui, clé vidéo en USB. poche. Est-ce que vous avez réfléchi à cette formule et qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est une formule où le spectateur qui va voir un film, il peut avoir son film sur une clé pour 5 €. Exactement, entre 3 et 5 €. 3 € sera payé à l'ayant droit et 2 € pour la salle. Là, c'est la caissière qui le vend. Naturellement, il faut l'accord du distributeur et du producteur. Il paraît que ça marche assez bien à Utopia. Je trouve ça, je trouve ça assez génial, est-ce assez que complémentaire. vous avez tenté ce... Oui, on a parlé avec eux pas mal de fois pour tenter de négocier comment on pourrait intégrer ce service-là à l'intérieur de notre lieu, mais on n'a rien fait de concret jusque-là. Mais moi, j'aime bien. Et vous n'avez rien fait de concret parce que vous n'avez pas encore fait quelque chose de concret ou parce que ça vous a paru assez compliqué Ça nous paraît assez compliqué jusque-là. On essaie vraiment de mettre en place déjà, parce que la boutique DVD existe depuis 2 ans seulement, donc c'est assez nouveau. Donc on essaie vraiment de communiquer sur ça. Donc après, il faudra effectivement expliquer que les clients peuvent venir avec une clé USB et ils ont le choix parmi un catalogue. Alors j'ai vu, le catalogue est très intéressant en plus, de s'acquitter 3 ou 5 €, mais on va le faire, on veut le faire, mais on le fera pas avant 1 an, je pense. Et votre public, c'est essentiellement le public du luxe où vous essayez d'élargir, parce que Caen, c'est quand même une ville assez dynamique, donc il pourrait y avoir des gens qui vont pas au cinéma et qui sont intéressés. Vous faites, je sais pas, de la promotion en dehors On fait de la promotion, alors surtout avec le programme du Cinéma Luxe. Donc c'est un petit peu difficile effectivement d'avoir de l'argent pour promouvoir seulement cette activité-là. Mais on est plus sur une stratégie de faire venir des personnes qui ne viennent pas forcément au luxe par le biais de nuits de cinéma, par exemple une nuit Tarantino, qui font venir un jeune public qu'on n'a pas forcément, ou d'autres animations, d'autres événements. Et alors la chance qu'on a justement par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de boutique de films indépendants. Enfin, il y avait Harmonia Mundi, c'était pas une boutique indépendante, mais qui faisait qui avait un catalogue très exigeant. Donc je crois qu'ils ont tous disparu en fait, ça n'existe plus du tout. Donc déjà on est les seuls. Donc on ramène un petit peu de gens qui ont compris, qui n'ont pas envie d'aller à la Fnac ou Cultura pour acheter des films et qui ont envie d'un échange effectivement avec des personnes qui sont cinéphiles ou de bons conseils. Et pareil, Vidéoclub, ça n'existe plus du tout, mais nous, depuis très longtemps, à Caen. Donc on est le dernier vidéoclub de cette ville. Et est-ce qu'il y a des gens qui viennent et puis, comme vous avez quand même un catalogue limité, qui vous commandent et qui sont prêts à attendre que... Oui, de plus en plus, où il y a des gens qui viennent nous commander des films ou des auteurs. C'est très varié. Ça peut être des films de Nguerodi, ça peut être du Bellatar, ça peut être du Lucio Fulci, enfin tout. Donc malgré Internet, le contact personnel est un élément très très important parce que normalement sur Amazon vous pouvez pratiquement tout commander, mais les gens préfèrent. Voilà. J'ai envie de dire que c'est notre force en fait. Quel que soit le catalogue qu'on a, c'est vraiment la force, c'est l'humain qui est là, qui va conseiller, qui va échanger. Déjà nous, ça nous passionne de le faire, donc ils sentent bien qu'il se passe quelque chose quoi, dans l'échange, dans la relation qui est de qualité entre guillemets, qui est importante. Donc ça, oui, ça n'a pas négligé, c'est primordial. Et vous non plus, vous vous souvenez plus quelle est votre meilleure vente de l'année? Si, j'ai noté ça. Cool. Alors j'ai noté les films qui ont marché, donc mais je crois que de boutique en boutique, c'est complètement différent. Donc là, il y a eu La Porte du Paradis. Alors pas le coffret, vraiment le DVD, qui a vraiment très bien marché. Il y a eu L'Inconnu du lac aussi. Apparemment ça cartonnait partout. Il y a eu IMAT.
qui est un film qui a très bien marché au Cinéma Luxe et qui a très bien marché en vente du coup après. Il y a eu Frances A, il y a eu le coffret Alan Clark, il y a eu les DVD sur Pierre Rabhi aussi, qui ont très bien marché. Et alors là, tout nouveau, là, c'est assez étonnant, c'est le dernier Bertolucci qui, voilà, les gens l'achètent. Ils le voient, ils l'achètent. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a aussi le coffret Pierre et Tex, on va recommander parce que ça a vraiment très bien marché. Shotgun Stories, le premier Jeff Nichols. Et j'ai même les films qui n'ont pas marché, c'est important de savoir aussi. Et je pourrais expliquer pourquoi. Alors, il y a, malheureusement, moi, c'est des cinéastes que j'aime beaucoup. Il y a le Jean Epstein, on espérait que ça marche plus. Le coffret Portabella, le coffret Robe Grillée, Jonas Mekas. Donc, en fait, le point commun, c'est au-delà de 40 €, c'est dur de faire découvrir un cinéaste à ce prix-là. C'est un peu plus difficile. Je pense que c'est lié au prix et au fait que ces cinéastes sont un peu moins connus, un peu plus exigeants. Et les DVD jeunes publics marchent très bien. Marchent vraiment très bien chez nous. Et on vend très peu de Blu-ray, donc, comme je le disais tout à l'heure. D'accord, alors on viendra. Justine Simon, alors le Vidéodrome à Marseille. Je rappelle que Marseille, c'est une ville totalement sous-équipée en salles de cinéma. Hein. Complètement. Il n'y a pas de salle RSF, enfin, il y en a une à prendre qui vient de s'ouvrir. Une qui est très, les salles très excentrée. traditionnelles sont désastreuses. Marseille fait moins d'entrées que Toulouse et à peine plus que Nantes, alors que ça, la population, elle devrait faire autant que Lyon, c'est 1 million d'habitants. Voilà. Donc, faut le savoir. Et c'est pas que la population n'est pas demandeur, c'est que les exploitants ont réussi à empêcher. Et les exploitants qui sont là-bas, c'est les pires. Il y a notamment un France, exploitant très voilà. célèbre. Alors là-dessus, il y a le Vidéodrome. Parlez-nous un peu donc, originalité, parce que c'est une scope. Voilà, de comment vous fonctionnez, pourquoi vous l'avez créé. Oui, nous déjà, c'est parti du premier constat que tu viens de faire, hein, la volonté de créer un lieu DCA, c'est le nom de la SCOP, ça veut dire diffusion cinématographique alternative. On est aussi tous les porteurs de ce projet. On est cinéastes ou ayant travaillé dans la production. Donc la question de la diffusion, elle était pour nous primordiale. On se rendait compte aussi que beaucoup de films n'avaient pas forcément leur place. Alors c'est pas qu'ils n'ont pas leur place, mais en tout cas ils trouvaient pas de visibilité dans les salles de cinéma commerciales. Donc tous les films autoproduits ou non visés, les films qui ont plutôt un parcours dans les festivals, voilà, tout un champ comme ça cinématographique est un peu oublié, laissé de côté. Donc on avait envie de redonner un espace de visibilité à ces films-là. On est parti d'abord pour revenir un peu à l'historique du coup de ce vidéoclub qui existe donc depuis 12 ans, qui était géré par Emmanuel Vigne, qui est maintenant exploitant du cinéma Le Méliès à Port-de-Bouc, qui est un cinéma réessai, et donc qui pouvait plus gérer le vidéoclub. Donc ça c'était il y a 2 ans. Les 2 salariés ont décidé de reprendre, mais avec l'objectif d'agrandir l'activité, donc avec une salle de projection de 50 places et un café bistrot avec petite restauration. Donc de mêler l'activité vidéoclub, librairie spécialisée cinéma, donc avec aussi des DVD, bar et salle. Donc tout ça dans un même lieu, en plein centre-ville de Marseille, quartier de la Plaine, qui est le quartier plutôt de sortie, des salles de concert, des restaurants, tout ça. Donc un quartier très, très vivant. Et donc on s'est appuyé d'abord quand même sur l'existant de ce vidéoclub qui fonctionne relativement bien. Combien de mètres carrés ? 60 mètres carrés, donc c'est très petit. On déménage prochainement donc dans ce nouveau lieu qui est encore en travaux, et c'est pour le mois de janvier. Donc c'était très bientôt. On a eu pas mal de péripéties, mais ça y est, on y arrive. Et là, on va passer du coup sur 160 mètres carrés, avec la salle compris. Donc pour l'instant, il y a le vidéoclub qui fonctionne avec la librairie, donc qui est ouvert 6 jours sur 7. Nos horaires, quelle heure à quelle heure ? Ouais, c'est 15h, 22h. On est fermé seulement le lundi.
Et dans le nouveau lieu, on va basculer sur du 15h minuit, toujours fermé le lundi, et avec pour le coup 5 projections par semaine. Donc les mardis soirs, mercredi après-midi pour le jeune public, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Et avec une petite restauration possible en soirée. Et les mercredis, on fera aussi de la restauration le midi, puisqu'on aura les projections jeunes publics dans l'après-midi. On a à peu près 2000 abonnés à l'année au Vidéo Club. Donc pour le coup, nous, c'est vraiment le Vidéo Club par rapport à la répartition. Ça veut dire quoi, abonné à l'année? Alors on fonctionne avec des cartes d'abonnement. C'est ça qui a relancé en fait l'activité du Vidéo Club, parce que à l'époque où Emmanuel Vigne le gérait, il fonctionnait pas du tout avec ces systèmes d'abonnement. Il était plutôt sur des locations à l'unité ou une carte pour 10 films. Il a vu que ça commençait à sérieusement baisser. Il a eu l'idée, la première année, il a lancé une carte d'abonnement à 35 € par an. Et ça permettait de louer 2 films à la fois et de les garder pendant 3 jours. Illimité. Après, on ne repayait plus rien. Ça, c'était le prix de lancement, donc vraiment très peu cher. Ça a fait un buzz hallucinant. Enfin voilà, c'est devenu de la folie. Donc nous, on a un petit peu augmenté. On est passé à 45 €, ce qui reste quand même très, très abordable. Et on a aussi ajouté une autre formule à 60 € qui permet de prendre 3 films et de les garder pendant une semaine. Parce qu'on remarquait qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas du quartier, 3 jours, c'était un petit peu restrictif, tout ça. Donc on avait envie d'aller chercher un petit peu plus loin dans Marseille. Donc c'est pour ça qu'on a lancé cette formule-là. Après, c'est des abonnements qui sont nominatifs. Du coup, on propose un complément si quelqu'un veut aussi que son conjoint ou son enfant voilà, puisse venir aussi emprunter des films. On fait la location aussi à l'unité, à 4 € le film à ramener pour le lendemain. Mais ça marche en fait très peu. Enfin, on se rend compte que c'est quand même vraiment plutôt des abonnés. Les personnes qui vont louer à l'unité, c'est plutôt des gens qui sont de passage, qui sont en vacances ou qui travaillent pendant une période courte à Marseille, ou des gens qui découvrent. Du coup, une fois, 2 fois, ils prennent à l'unité, puis après ils se disent que bon, en fait, c'est moins cher de prendre à l'année, donc ils basculent sur les systèmes d'abonnement. Et on rentre entre 30 et 50 nouveautés tous les mois, et on a au total 5000 films à la location et à peu près 1000 titres à la vente. Et la répartition du chiffre d'affaires? La répartition du chiffre d'affaires, c'est clairement, je ne vais pas dire exactement, mais c'est 80% le Vidéo Club. D'accord. Ouais. La librairie en fait est assez récente. On l'a relancée il y a peu de temps. Donc c'est vrai qu'on est encore en plein développement de l'espace de vente. Là, on commence aussi à faire de la librairie hors les murs. On est présent ce week-end au Festival Images de Ville à Aix-en-Provence. On sera aussi présent au Festival tout court à Aix aussi en décembre. Voilà, ça, je pense que c'est des choses qu'on va continuer à faire. Et du coup, là, en proposant un espace de vente plus spécifique en lien avec la thématique du festival, voilà, avec des titres plus choisis, même si sur le Vidéo Club et la librairie, pour le coup, on n'est vraiment pas sur les vidéoclubs comme il y en a encore à Marseille. Hein, il y a encore 2 autres vidéoclubs, ah oui, il me semble, dont un qui doit être encore le truc de la machine, là. Pour le coup, les retours qu'on a des gens, c'est quand même très très différent de venir chez nous et de pouvoir discuter, être conseillé. Enfin, ça, c'est clairement quelque chose qui est très recherché. Et y compris, comme je ne sais plus qui d'entre vous disait, mais sur la librairie, il y a beaucoup de gens aussi qui nous passent des commandes. Et qui justement sont dans cette démarche de soutenir le lieu, donc plutôt que de commander sur Amazon où ça serait finalement assez facile, ils préfèrent venir commander chez nous. Donc ouais, ça fonctionne quand même assez bien grâce à ça, et on a du coup quand même un catalogue de films avec vraiment des raretés, du cinéma du monde entier, quelques quand même gros films, parce que, étant donné que les autres vidéoclubs ont fermé, on se dit qu'il faut aussi répondre à toutes les demandes. Donc de plus en plus, on a les gros films. Après, on essaye de les avoir d'abord pour ce qui est du coup des films plutôt indépendants, parce qu'à la vente, là pour le coup, on n'a pas du tout de gros films. On travaille que avec les éditeurs indépendants. Et ce que vous savez pour la location, comment vous rémunérez les ayants droit?
vous leur dites ça c'est pour la location, je vous paye, vous l'achetez plus cher qu'un DVD normal et puis c'est du fixe, ou il y a un pourcentage sur l'utilisation, comment vous avez une comptabilité complexe parce que c'est... Oui, alors il y a plein de cas particuliers. C'est vraiment en fonction de l'éditeur. Ouais. D'accord, ou Ouais, du ouais. distributeur. Oui, D'accord. oui, ça dépend. Certains films, on peut les trouver dans le commerce où c'est marqué droit locatif inclus. Donc là, on va les payer même prix que le grand public. Pour d'autres films, et notamment là, les films qui sont édités avec des éditeurs indépendants, on va leur demander est-ce que celui-là, on pourrait le mettre à la location, combien, voilà. Et après, il y a des films où là, c'est vraiment la galère pour remonter à la source de l'ayant droit. Beaucoup d'éditeurs ont arrêté de faire les films avec les droits locatifs, puisque tous les vidéoclubs fermés. Du coup, on se retrouve avec plein de films qu'on ne peut plus trouver avec les droits. Donc là, il y a quand même on est dans une période, je pense, où la réglementation, en ce moment, elle est très, très flottante. Et comme on est peu nombreux, on est un peu à la marge, donc on nous laisse un petit peu tranquille. Après, on essaye évidemment, tant qu'on peut, de payer les ayants droit. Ouais. D'accord. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus ? Effectivement, au début, dans les années 2000 jusqu'à 2008, il y avait plusieurs grossistes vidéo qui s'occupaient de gérer les droits locatifs. On avait CVA, Vidéo News, etc. Et actuellement, il n'en reste plus qu'un à Clermont-Ferrand, qui s'appelle donc Vidéo News. C'est le dernier qui s'occupe de gérer les droits locatifs des films. Voilà. Et alors, alors là, ce sera surtout tous les blockbusters. Et puis bon, il faut compter environ, alors c'est environ 40, 50, 60 euros le DVD avec ses droits locatifs. Et donc les autres, et donc c'est pas tous les DVD, et ceux qui ne sont pas dans ces catégories, on les loue pas. Après, c'est des négociations avec chaque ayant droit. D'accord. Mais je reviens aux grossistes. Des fois, moi, j'achète un DVD avec droit locatif à 60 euros. Et puis, quand je le reçois, je retourne la jaquette et il y a marqué autorisé à la location et à la vente. Voilà. Donc, effectivement, c'est un petit peu flou tout ça. Et vous, vos principales difficultés aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, nous, pour l'instant, là, comme on est quand même dans la reprise d'une activité, bon, là, pour le coup, c'était assez facile parce qu'on a repris aussi une clientèle. Voilà, donc on avait déjà un appui, y compris pour aller voir des banquiers pour l'emprunt, pour ouvrir le nouveau lieu. C'est sûr que c'était quand même un bon appui, même si le discours, on a un vidéoclub, ils nous regardent quand même d'un drôle d'air parce qu'ils se disent mais il va pas tenir bien longtemps votre vidéoclub. Donc c'était quand même un peu difficile. Après, le fait qu'on soit aussi en scope fait qu'on a été pas mal soutenu via le réseau de l'économie sociale et solidaire. Donc ça nous a vraiment permis de créer ce lieu. C'est pas du tout les financements de la culture qui nous permettent de faire ça, mais pas du tout. Du coup, là, pour le moment, nous, ça fait 2 ans qu'on est 5 associés et qu'on travaille bénévolement. Donc pour faire tenir cette boutique 6 jours sur 7, plus un chantier à côté, plus tout le reste qu'on peut imaginer. C'était une nécessité parce qu'on avait clairement besoin de trésorerie pour le nouveau projet. Voilà, je dirais que les difficultés sont certainement à venir. Pour l'instant, ça va. Ce qu'on a vraiment envie en fait de mettre en place, c'est un espace pour les cinéphiles, mais aussi un lieu qui permet de fédérer aussi le réseau de professionnels. Enfin, pour le coup, c'est comme ça qu'on va fonctionner sur la salle de projection. Et on se dit que là où on peut du coup continuer de fonctionner, c'est en multipliant aussi les partenariats avec des festivals qui vont avoir des cartes blanches, avec des éditeurs, des distributeurs, avec des sociétés de production directement, avec d'autres associations comme le CJC. Enfin, voilà, du coup,
permettre ces échanges, aussi bien nous en allant sur leur festival, en proposant une librairie, que eux qui vont venir chez nous dans notre salle et proposer une programmation. C'est comme ça un peu qu'on a pensé le projet. Et puis pour le coup, l'activité de bar, petite restauration dans un emplacement au cœur de Marseille fait qu'il y aura aussi du chaland qui viendra, et pas seulement un public cinéphile. D'accord, alors Guillaume Sapin, la nouvelle dimension, vous m'avez parlé de l'éducation à l'image, et c'est quelque chose qui est très imbriqué dans votre activité de vidéoclub ou quelque chose d'à côté Pour moi, l'éducation à l'image, elle est, oui, de toute façon, dès le début. L'action du vidéoclub, pour moi, c'est l'éducation à l'image. Enfin, je l'ai toujours pensé comme ça. Après, on est en train de démarrer, en changeant de statut juridique, vers quelque chose de nouveau pour 2015, vers des ateliers, des stages d'éducation à l'image, où là, avec des choses très concrètes, proposées au public, local ou pas du tout local. Et c'est quelque chose qu'on va faire régulièrement et qui a pour objectif de permettre de conserver cette activité sur notre territoire, parce que moi c'est surtout là où... Parce que dans une ville de 2000 habitants, bon, c'est un métier, point de vente vidéo, assez difficile. Donc expliquez-nous un peu comment ça peut fonctionner avec 2000 habitants. Ben, disons que ces 2000 habitants, il ne faut pas forcément le voir comme ça. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure en introduction, la Lozère, c'est 75 000 habitants, c'est le département le moins peuplé de France. Ma clientèle, elle ne s'arrête pas qu'à la ville de Florac, bien heureusement. Donc grosso modo, ma clientèle, c'est Sud-Lozère, c'est-à-dire la moitié du département, et ça va couvrir à peu près un bassin de vie de 10-12 000 personnes. Mais ça va aussi bien plus loin, parce que le Florac, pour ceux qui ne situent pas du tout, et je les comprends, c'est grosso modo à 2 heures au nord de Montpellier. Vous traversez les Cévennes, à l'entrée des portes des Gorges du Tarn, et donc c'est un lieu de vacances, bien évidemment, de vacances pour des touristes à la semaine, mais aussi énormément de maisons secondaires. L'été, la population multipliée par 5. Donc déjà de 2000, on passe à 10 000 pendant 2 mois, ce qui représente 80% du chiffre d'affaires pour la partie vente, ce qui n'est pas rien. Et en termes de maisons secondaires, j'ai des clients qui sont aussi clients chez Justine, qui vont la semaine à Vidéodrome et le week-end ou un week-end sur 2 à la Nouvelle Dimension. Donc ma clientèle ne s'arrête pas à ces 2000 habitants-là. Alors vous faites au niveau de vidéoclub de la vente et de la location ? Oui, alors c'est à peu près 50-50 en termes de chiffre d'affaires, mais grosso modo, c'est surtout l'activité vidéoclub qui a démarré il y a en 2007, donc ça va faire 8 ans, par uniquement vidéoclub, et j'ai rajouté un petit peu un point d'accès internet et bar sans alcool, mais c'est une activité qui, pour ma part, a démarré bien plus longtemps, parce qu'évidemment, je ne suis pas originaire de Lozère. Le projet n'est pas né comme ça du jour au lendemain. Il est né de mon expérience que j'ai eue dans un vidéoclub à Dijon, étant bourguignon, et un vidéoclub qui, lui, avait démarré en 1983. C'est un dinosaure, enfin il n'existe plus aujourd'hui, mais c'était un dinosaure à l'époque, et comme il a fermé au moment où moi j'ouvrais, j'ai pu récupérer une bonne partie du stock. Donc, vous avez combien de titres 4500. En location, en vente 4500 en location, okay. Et 1000, ça dépend des mois, mais j'en ai beaucoup plus l'été évidemment, mais on va dire en stock l'hiver, j'ai un peu plus de 1000 titres à la vente. Et vous êtes ouvert, quelles sont vos heures et vos jours d'ouverture Ça a beaucoup évolué, parce que depuis 2 ans, je suis tout seul dans cette activité. Donc je suis ouvert du lundi au samedi, de 10h à 12h et 15h, 16h à 19h maintenant. Mais au démarrage, on a fait du 10h, 21h, parce qu'on était plus nombreux, on avait plus de temps. Et aujourd'hui, c'est devenu des horaires d'ouverture d'un commerce habituel à Florac. Donc vous êtes seul à le faire fonctionner aujourd'hui. Ah, oui. Et vous faites grosso modo combien de chiffre d'affaires dans l'année, grosso modo ? Ça n'a pas beaucoup évolué depuis le début. On est entre 40 et 50 000 euros.
Mais ce qui a évolué, le fait que c'est pas beaucoup évalué, c'est plutôt bon signe. Non. Par rapport à l'ensemble du Alors marché. justement, j'allais Non, détailler. C'est pas bon signe parce qu'en fait, c'est la multiplication des activités que je fais au sein de la boutique qui fait que j'ai réussi à maintenir ce chiffre d'affaires-là. C'est-à-dire qu'au départ, je faisais 45 000 € de chiffre d'affaires avec uniquement Vidéoclub et Cybercafé. Aujourd'hui, le Cybercafé représente, je l'ai même arrêté là il y a un mois, mais il représentait je crois 5% sur l'année 2014 et le Vidéoclub représente maintenant 10% du chiffre d'affaires. Donc après j'ai dû rajouter pas mal d'activités. Alors il y a la vente de DVD, il y a la vente de DVD en magasin, puis il y a la vente de DVD en ligne parce que je suis aussi une boutique en ligne. Et ça veut dire que les gens viennent chercher dans votre magasin ou vous leur envoyez par la poste ? Non, j'envoie par la poste. J'ai une boutique personnelle que je gère manuellement. Et puis après, j'ai une boutique aussi sur Presse Minister qui me permet essentiellement à Noël d'arrondir, on va dire, les fins de mois. D'accord. Et donc l'éducation à l'image, comment ça se situe là-dedans ? Alors là, pour revenir un petit temps en arrière, le projet a été pensé au départ avec une partie boutique et une partie animation ciné-club. Donc on a démarré avec un tout petit ciné-club au sein du local qui était au début une pièce de 20 mètres carrés. Donc c'est constitué il y a 8 ans un petit groupe de bénévoles avec lesquels on a monté une association de ciné-club tout à fait classique et on a pu monter 7 saisons de ciné-club une fois par mois au complexe culturel local. Ce ciné-club maintenant c'est plus ou moins arrêté, c'est pour ça que pour 2015 on démarre sur des nouveaux projets. Et on met tous les œufs dans le même panier, on va dire. Et c'est l'activité d'accompagner le public aussi vers l'éducation à l'image et pas simplement vers conseiller un film, ce vers quoi on tend, je dis on parce que maintenant c'est une association donc je ne suis plus tout seul, mais ce vers quoi on tend pour les projets à venir. Et là vous avez des accords avec l'éducation nationale pour l'éducation à l'image ? C'est en cours, notamment un numéro d'agrément pour faire des formations professionnelles. Ce qui me paraît moi le plus important parce que c'est comme ça qu'on va réussir à faire venir, évidemment faire des stages de cinéma en Lozère, c'est un pari aussi comme tout le reste, mais du coup l'idée c'est de faire la formation professionnelle aussi et après c'est d'accompagner, ça peut être du jeune public, ça peut être à la fois des publics non initiés. Formation professionnelle, c'est-à-dire de la formation professionnelle sur, je sais pas, l'écriture de scénario, sur la théorie, sur plein de choses. Là on a déjà un tout petit calendrier de stages pour le premier semestre 2015 avec un premier stage sur les cinémas d'Asie du Sud-Est qui va être animé par Bastian Merson et un deuxième stage sur l'histoire du cinéma québécois qui va être animé par Sylvain Garel et qui lui rentre dans le cadre d'un festival qu'on fait chaque année depuis 6 ans aussi. Donc pour parler 2 secondes de ce festival, c'est grosso modo la mise en lumière de toutes nos activités de l'année à un moment donné, début mars, qui est un festival de pure cinéphilie, c'est-à-dire qu'il n'y a ni prix ni jury. C'est simplement inviter des professionnels, des critiques professionnels. On a reçu 2 fois déjà Jean Douchet, qui était ici juste avant. On a reçu Jean-Baptiste Aurey, on a reçu Thierry Jousse, Nicolas Thévenin, sur des thématiques diverses et variées. Chaque année, on change de thématique. Et cette année, on rend le festival encore plus ambitieux en invitant, la thématique c'est le cinéma québécois, et on va inviter un certain nombre d'acteurs du milieu du cinéma québécois qui peuvent être à la fois acteurs, réalisateurs ou animateurs. Et donc c'est une petite quinzaine de jours, c'est un festival départemental qu'on coordonne par contre sur l'ensemble de la Lozère, avec une semaine sur Florac, dont 5 jours donc, de stage et 4 jours de projection et rencontres autour de la thématique choisie. Projection où ça Toujours au cinéma. Enfin, c'est un complexe culturel qui appartient à la mairie, qu'on bénéficie, on peut l'utiliser par convention gratuitement sur un certain nombre d'utilisations. Et du coup, on arrive à développer ces projets-là dans ce cinéma-là. Ceci dit, il y a aussi un cinéma itinérant en Lozère et qui exploite dans la même salle, donc on travaille en partenariat au moment du festival notamment. Et votre principal problème, c'est
Le problème financier, il est évident, mais c'est plutôt un problème politique pour moi, surtout pour les projets à venir. C'est une reconnaissance politique. Pas forcément de la part des élus, mais d'un point de vue politique, on en a tous parlé. Il faut que la clientèle puisse soutenir, mais à la fois qu'il ne soit pas forcément dans une pure logique de soutien. Il faut aussi qu'elle ait envie de le faire, enfin qu'elle ait envie de consommer ou d'utiliser, d'exploiter le lieu. Mais c'est aussi un soutien politique d'élus qui ne comprennent pas forcément les tenants aboutissants de nos projets, surtout dans une petite ville rurale en Lozère. Et du coup, là, on a une mairie qui vient de changer, donc ça veut dire qu'il faut réexpliquer tout ça. Et réexpliquer les projets. Ils ne se rendent pas bien compte de la rareté de ce type d'établissement d'une manière générale, mais en plus de la rareté dans un milieu rural. Et du coup, aujourd'hui, mon principal souci, c'est d'arriver à faire reconnaître ce lieu par les politiques locaux. La clientèle, depuis 8 ans, heureusement, je suis assez connu. Un chiffre tout à l'heure avant qu'on rentre qui est proportionnellement assez élevé. Vous avez combien de clients réguliers On était, on va dire, les meilleures années jusqu'à 250 clients actifs mensuels, c'est-à-dire des gens qui viennent au moins une fois par mois. S'il y avait ça à Paris, on oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, je dois être à peu près depuis 8 ans à 1200 comptes clients, un truc comme ça. Et après, voilà, chaque saison a une clientèle différente. Et du coup, c'est compliqué de donner vraiment un chiffre de clients. Mais on peut dire que dans la ville, disons, il y a 200, 250 de réguliers. Oui, mais c'est même presque plus que ça, parce que Justine parlait d'abonnement individuel. Chez nous, l'abonnement, il n'est pas forcément individuel. 2000 habitants, c'est pas 2000 individus, c'est je sais pas combien de familles. Et donc, c'est toute la famille qui vient louer, les enfants, les parents. Et des fois que les enfants, des fois que les parents. Mais du coup, je pense qu'en termes de population, je pense qu'il y a au moins la moitié de la ville qui est passée par la boutique. Après, il n'y a pas 10 000 commerces non plus à Florac, donc c'est pas compliqué, mais c'est une région assez spécifique d'un point de vue culturel, donc il y a des choses qui expliquent aussi cette richesse-là. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce que vous avez des questions à vous poser, parce que vous avez des expériences très différentes, hein. C'est vraiment assez frappant. C'est à la fois des économies tendues, mais enfin qui existent. Ceux qui font du bar ou vous faites des repas à midi. La TVA de repas, c'est moins élevé que la TVA de la vidéo. Ça vous frappe pas, ça ? Ça dépend si vous vendez sur place, si vous vendez emporté, si c'est un soda, si c'est de l'alcool, si c'est de la nourriture. Et dans la nourriture, il y a le sucré, il y a le salé. Enfin, c'est juste un micmac insensé à gérer. Il faut juste avoir un super logiciel et un comptable qui a envie de se prendre la tête. Voilà. Non, mais c'est vrai, aujourd'hui, je sais pas, on le voit... à travers nos expériences, peut-être à part Paris, parce que c'est une ancienne boutique, on est tous obligés de multiplier les activités. Jamais je n'aurais pensé ouvrir soit un vidéoclub, soit une librairie, soit un café. Aujourd'hui, économiquement, quand on va voir un banquier pour ouvrir ses commerces à vocation unique, ils nous sortent tous les chiffres en disant « mais non, les cafés ferment, à Nantes c'est une catastrophe, les librairies ferment ». Et ouvrir un vidéoclub, en effet, ils vous regardent. Voilà. Donc, en fait, ils sont à la fois contents quand vous amenez un projet hybride, et en même temps, évidemment, ils ne comprennent pas bien ce que vous allez faire. Donc, on est dans vraiment une période... nous, on a été très surpris sur 5 banques qu'on est allé voir. Les 5 voulaient nous suivre. On était vraiment très très surprise. On pensait que on avait préparé des dossiers monumentaux, des chiffres et des études à n'en plus finir. On avait passé des mois à récolter des chiffres. Ils n'ont évidemment lu aucun chiffre. Ça a été juste une rencontre. C'est toujours pareil. C'est convaincre la personne qu'on a en face de soi. Donc ils ne comprenaient pas forcément ce qui allait sortir du projet, mais comme aujourd'hui, en effet, ils sont conscients qu'un café seul, une librairie seule, etc., les marges sont ce qu'elles sont, donc c'est compliqué. En revanche, du coup, quand on leur dit on fait plus, ils
et que les chiffres à un moment donné parlent. Donc c'est très paradoxal. On est dans un pays où c'est très compliqué de vouloir mélanger les genres, mais aujourd'hui tout le monde comprend bien qu'il faut faire ça pour qu'on puisse exister. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, on arrive à un moment donné où malheureusement beaucoup sont restés sur le carreau. Donc en fait, quelque part, si on est les derniers, peut-être qu'on va réussir à survivre parce que justement on est un peu les derniers et que du coup le marché est devenu compliqué, mais on est aussi reconnu et revalorisé peut-être un petit peu par un public. Voilà, dans chacune de nos villes, on est un peu les derniers qui essayons de créer du lien, d'avoir une reconnaissance, une crédibilité. Voilà, donc c'est compliqué, mais peut-être que c'est un moment un peu aussi charnière. Voilà, et la gestion doit passer un temps important à la gestion. Oui, on ne passe évidemment pas sur les heures d'ouverture, donc de toute façon c'est une vocation, c'est évident. Ouais. Oui, allez-y. Puis après... Oui, moi je pense que pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, de toutes les manières, le commerce est en train de changer. Ça évolue complètement avec l'arrivée d'Internet. Donc on est obligé de voir les choses autrement. Et nos activités, nos parcours sont différents. Mais à la fois, il y a un point commun, je trouve, c'est le lieu. On a créé un lieu. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de créer un lieu spécialisé mais ouvert. Donc ouvert à tout. Voilà. Oui, allez-y. Non, ouais, je vais rebondir sur cette idée de lieu justement. Là, j'avais une réunion récemment avec les personnes avec qui on a monté la nouvelle dimension. Donc, pour faire simple, c'est une association qui fait suite au projet que j'ai mené tout seul. Et je leur ai expliqué que justement à partir de l'année prochaine, il va. Moi, j'aimerais je souhaite qu'on ne parle plus de vidéoclub, mais comme le proposait le calife, de comptoir culturel, parce que le vidéoclub, j'ai l'impression qu'a une image plutôt, je ne veux pas dire négative, mais en tout cas passée, et donc négative. Et j'ai expliqué du coup à mes collaborateurs que l'idée, c'est plutôt de montrer que c'est le lieu à mettre en avant, dans lequel effectivement les gens vont pouvoir piocher du film. Est-ce qu'ils le louent, est-ce qu'ils l'achètent, est-ce qu'ils le regardent sur place, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plutôt de créer un lieu effectivement qui soit autour de la vidéo. Et aujourd'hui, on a parlé des taxes, la taxe de 2%, on a parlé de droits locatifs. Pour moi, c'est quelque chose qui effectivement n'a plus de sens et qui mérite d'être remis à un moment donné sur la table pour savoir qu'est-ce qu'on propose à ces lieux-là en termes de droits, parce que on sait très bien que les premiers à avoir fait n'importe quoi en termes de droits se sont cassés la figure aujourd'hui. Les plus anciens restent parce qu'ils sont restés un petit peu dans le droit chemin, mais aujourd'hui ces tarifs que tu énonçais tout à l'heure, c'est même pas qu'ils sont pas possibles, c'est qu'ils sont pas plus réfléchis. Ils n'ont pas de sens. Moi, j'ai eu en négociant en direct, j'ai eu des ayants droit qui m'ont donné des tarifs à 80 € pour un film que j'allais sortir 5 fois dans l'année. À l'époque, ils avaient peut-être à l'époque, ils étaient beaucoup plus chers. Oui, à l'époque, oui. Mais ils étaient justifiés à l'époque. Et d'autant que le support DVD, on en parlait tout à l'heure, est un support qui s'abîme, quoi. Donc acheter un DVD 60 € pour le louer, et il va peut-être marcher 3 mois. Enfin, s'il tourne beaucoup, c'est voilà. Donc. D'accord, oui, allez-y. Oui, non, mais du coup, voilà, moi aujourd'hui, je suis plus à effectivement négocier ces droits-là et travailler en direct avec les ayants droit, qui sont parfois que éditeurs, parfois ayants droit aussi, etc. Mais à proposer des micro-animations autour d'un événement, d'une sortie DVD, de quelque chose, pour mettre en avant auprès du public, mais aussi de faire un vrai partenariat avec l'éditeur. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec le festival qu'on organise, parce que souvent les éditeurs sont aussi ayants droit non commerciaux ou commerciaux, et du coup on arrive à projeter les films. Mais moi, ce qui me plaît, c'est que les gens sachent ce qu'on fait. Alors d'autant plus dans mon cas, parce qu'on est assez éloigné, et même si on a quelques éditeurs qui passent de temps en temps en vacances dans la région, on est quand même, les gens n'arrivent pas bien à se rendre compte de ce qu'on fait. Du coup, je viens généralement à la rencontre des fournisseurs, mais ce qui me paraît important, c'est ce lien avec la clientèle, mais aussi avec les fournisseurs en direct, et pas simplement un grossiste qui vous met dans une case de indépendant ou grand. Oui, il n'y a plus de grossiste de toute façon.
Et oui, allez-y. Oui, non, moi je voulais juste réagir aussi sur cette histoire de cadre juridique. Enfin, je crois que pour nous, c'est aussi une des choses très complexes. Bon, on a déjà un montage particulier avec une SCOP et une association d'un côté. Du coup, un côté commerce, un autre côté non commercial. Donc un vidéoclub avec lequel on a ces histoires d'ayant droit. En même temps, une salle de projection avec laquelle on a aussi les histoires de droits de diffusion. On veut rester aussi sur des entrées assez à prix bas. On est sur une jauge de 50 places. Bon voilà, quand on fait les calculs, à peine remplir la salle, ça permet tout juste de payer les droits. Donc ouais, pour nous, la difficulté, elle est aussi là. Enfin, c'est vrai que toutes ces activités ont du coup tout un cadre juridique différent, réglementation différente, et pourtant on peut avoir les mêmes interlocuteurs. Donc c'est ça qui est un petit peu étrange en fait, et qui est pas simple. Oui, c'est-à-dire que la notion de point culturel ou de centre culturel n'est pas reconnu en tant que tel. C'est vraiment, il y a des cases, des activités, des filières différentes, alors qu'il y a un besoin des citoyens d'avoir des lieux. Enfin, on le voit sur les expériences, ils ont envie de rencontrer, d'être dans un magasin, de choisir, de parler et pas d'être uniquement sur Internet. Et sur vous avez le sentiment que sur les salles de cinéma, il y a des prises de conscience. Alors, il y a l'exemple du luxe, Utopia, une autre expérience que des exploitants. Je ne sais pas si vous en aviez parlé avec le 14A, de dire on pourrait avoir à côté de nos salles un vidéoclub ou un centre culturel, café. Est-ce que c'est quelque chose, vous avez des exploitants qui viennent vous voir, qui se posent la question en disant on pourrait nous aussi compléter nos salles par ces activités ? De venir nous voir pour savoir comment on fonctionne. Oui, donc est-ce que voilà, c'est une façon de voir s'il y a un intérêt Alors déjà, ce que je pourrais dire, c'est que si on était, donc on est 3 en fait salariés, juste pour cette activité-là, s'il n'y avait pas le cinéma luxe autour de nous, en fait, on pourrait pas fonctionner. En fait, on paye salaire. En fait, on paye qu'un salaire sur 3, ce qui est vraiment ridicule. Et donc finalement, on est subventionné par, on rentre dans un budget global, donc on est subventionné par la ville de Caen, par la région. On est vraiment très dépendant du cinéma luxe. Subventionné, hein. Pardon ? Il y a des salles qui sont aussi subventionnées. Voilà, donc ça pourrait fonctionner effectivement s'il y a ce système mais en privé, en entreprise privée, ça pourrait pas. Non, c'est vraiment un tout. D'accord, est-ce que. Oui, vas-y. Moi, en effet, venant du cinéma, si au 14A on avait eu 20 mètres carrés pour le faire, évidemment qu'on l'aurait fait et qu'on voulait faire un café, mais on n'avait pas d'espace pour le faire. Et que comme les problèmes d'immobilier aujourd'hui en centre-ville des grandes villes, et voilà, c'est un vrai souci. On ne peut pas s'amuser à se dire tiens, on va racheter la boutique d'à côté, etc. C'est très compliqué. Mais en effet, en plus, moi je suis passée par MK2. Aujourd'hui, c'était il y a 12 ans. Quand on voit ce que MK2 a fait aujourd'hui, ils ont bien compris l'intérêt aussi d'avoir un spectateur qui va d'abord acheter sa place de cinéma, acheter son gobelet de popcorn et puis après acheter le DVD ou le livre, etc., etc. Donc évidemment que les salles de cinéma qui se posent les mêmes questions qu'on se pose tous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une salle de cinéma, elle se pose la même question de se dire son taux d'occupation par salle, qu'est-ce que c'est ? Et il y a des heures creuses, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose que du cinéma pendant ces heures creuses ? Donc aujourd'hui, chacun a plein d'idées, il y en a qui veulent se lancer dans les jeux vidéo, dans plein de choses. On a tous le même problème, il faut rentabiliser nos lieux dans les villes où les loyers sont de plus en plus terribles, quand on ne possède pas les murs, etc. Donc de toute façon, tout le monde se pose la question de multiplier les activités. Et que la salle de cinéma, évidemment, trouve un intérêt. Et moi, ce que j'ai trouvé en revanche étrange en sortant de l'exploitation, puisque je n'ai pas pu le faire au sein de la salle, c'est qu'en revanche, il y a un peu une rupture. Autant quand on est dans le milieu de l'exploitation, on est en contact direct avec les ayants droit, les distributeurs, etc. Et moi, je pensais que du coup, très naturellement, le milieu du DVD allait avoir le même encadrement et la même... même relationnel en fait. Et on se rend compte que non, c'est pas si simple que ça, parce que en effet, dans le milieu du DVD, tout ça, il y a beaucoup plus de
espèce de grand flou en fait, voilà, qui est assez compliqué quand on vient d'une structure comme le cinéma qui est très légiférée, cadrée, juridique, droit, réglementation. Voilà, on passe pas un film sans avoir les droits, etc., etc. Et on sait à qui on reverse l'argent et on sait combien ça coûte et tout ça. Donc c'est assez étonnant de passer après du côté DVD que nous, quand on a voulu lancer notre stock, c'était un casse-tête de se dire, bah alors est-ce qu'il faut qu'on contacte tous les éditeurs DVD un à un? On sait très bien qu'en tant que petite boutique, voilà, TF1 va juste voilà, nous nier en fait. Si j'appelle le Studio Canal, c'est pareil, je n'existe pas. Enfin voilà. Donc en fait, tant mieux. On fait avec ceux qui font le travail indépendant, on se retrouve entre indépendants, c'est très bien, mais il y a une rupture quand même, ce qui fait que moi par exemple, là je suis très contente que des journées comme ça existent, parce que ça permet de se rencontrer, mais en fait on est très isolé. Très isolé je trouve quand on lance une activité pareille. Encore une fois, moi j'ai la chance d'être passée par le secteur du cinéma et d'être dans la ville où j'ai été exploitante, donc on a un lien privilégié avec les cinémas de Nantes, donc on fait de la vente en direct avec les salles, on a une vitrine dans les salles de cinéma, enfin voilà, donc c'est assez luxueux en fait, mais autrement il y a une espèce de rupture, voilà, c'est-à-dire que le spectateur, une fois qu'il quitte la salle de cinéma, c'est génial s'il a la boutique à côté, mais autrement, bah oui, il va rentrer chez lui, il va commander sur Internet, et puis quand il sait qu'il a une boutique, voilà, pas loin, il va venir, mais c'est dommage que les aides, que le milieu du cinéma n'aille pas jusqu'au bout, je trouve, de nous soutenir et qu'on fasse partie de la même famille, en fait. Je trouve ça assez dommage. Voilà, il y a les distributeurs, heureusement, qui font encore le lien, mais c'est un peu quand même, c'est un peu le travail de tous les jours et un peu un travail de fourmi qui évidemment prend beaucoup de temps, demande à chacun beaucoup d'efforts. Donc, et des fois, on va à la facilité. C'est un peu dommage. J'aimerais bien réagir de la salle. Ici, David Godvet, le directeur du Calife, puisque vous nous avez cité sur les comptoirs culturels. Moi, j'ai une petite question pour vous cinq, c'est-à-dire du côté des institutions, dans un monde idéal, qu'est-ce que vous attendriez des organismes comme le ministère de la Culture ou le CNC dans un soutien à vos boutiques? On sait que le ministère de la Culture ou le CNC soutiennent activement la production et que c'est souvent compliqué sur la diffusion. Donc voilà, j'aimerais avoir votre retour là-dessus. Et d'autre part, qu'est-ce que vous attendez, puisque là on est dans les rencontres de l'édition vidéo indépendante, quel type de relation vous attendez avec les éditeurs vidéo? On sait que la question commerciale elle est souvent primordiale pour la survie des points de vente. Qu'est-ce que vous, dans un monde idéal, vous attendriez des éditeurs vidéo? Oui, alors par rapport à la première question, aux aides qu'on pourrait avoir, c'est bien ça, hein, sur le... Oui, qu'est-ce que vous attendez des institutions? Le soutien, oui. Pas que les aides d'ailleurs, parce qu'il y a des cadres juridiques. Je pense que c'est vrai qu'on est assez isolé, comme tu disais. Et par exemple, à un moment donné, le Calife nous avait parlé de négocier les achats avec aussi non seulement les éditeurs indépendants, mais aussi les majors comme Warner, Studio Canal. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile parce que ça se passe très bien avec les indépendants, mais après, dès qu'il s'agit des majors, c'est très compliqué. Et je trouve que ça aurait été une bonne chose. Par exemple, si on veut ouvrir un compte chez Warner, vous êtes une grande surface. Ah non, je suis un magasin détaillant. Ah ben non, c'est pas possible. Voilà, donc on n'a pas beaucoup de choix, quoi. Voilà, et puis après, la deuxième question, c'était... Sur la relation avec les éditeurs, justement, avec les éditeurs. Oui, alors avec les éditeurs indépendants, par exemple, moi je trouve que ça se passe très bien. Voilà. D'accord. Et en termes d'aide financière que l'État ou le je trouve CNC, que, oui, sur quoi vous auriez envie qu'on puisse appuyer votre action, d'un point de vue financier, par exemple? Au point de vue financier, je trouve que ce serait bien, comme je disais tout à l'heure, qu'il y ait un retour sur la taxe des 2%, avec que ce soit une aide au loyer ou une aide sous une autre forme. Voilà. Ouais, moi pour réagir du coup après toi.
Alors sur la première question, en fait, bon, nous on est assez jeunes aussi, hein, on a repris que depuis 2 ans du coup, et on arrivait en plus en plein dans la période où tous les vidéoclubs fermaient, tout ça, donc on s'est un peu retrouvé catapulté dans un truc où on n'y connaissait en fait pas grand chose, donc on a tout appris sur le tas, et en plus de ça, étant à Marseille, on n'avait pas non plus d'autres vidéoclubs à qui on pouvait aller demander un peu des infos, tout ça, bon du coup là c'est très bien qu'on se rencontre aussi. Moi, il me manque aussi peut-être un réseau de lieux justement qui ferait un peu le même travail que nous, donc avec différentes activités autour de la diffusion cinéma, pour pouvoir aussi s'échanger des contacts, des infos, des choses comme ça. Je trouve que là, en tout cas, ces 3 jours, ça permet vraiment ça, y compris de rencontrer les éditeurs, parce que pour le coup, nous, du coup, on travaille toujours à distance, et c'est bien, à un moment donné, de voir les gens aussi. Pour le coup, pareil, concernant les relations avec les éditeurs, moi, je dirais que c'est... Après, c'est toujours la multiplicité de cas de figure qui est un peu compliquée à gérer. C'est toujours pareil, vu qu'on est un peu dans le démarrage, on apprend en faisant. Mais du coup, avec certains éditeurs, nous, évidemment, pour l'instant, on préfère travailler sur du dépôt-vente. C'est plus facile parce qu'on est au lancement aussi de l'activité, que ça nous permet aussi de voir ce qui marche pas. Et puis peut-être que du coup, la 2e, 3e commande, on pourra faire de l'achat direct parce qu'on sait que ça part sans problème. Voilà. Du coup, de traiter directement avec chaque éditeur, évidemment, on préfère parce que humainement aussi c'est mieux, enfin, on a une relation plus privilégiée. Par contre, ça multiplie aussi les possibles, c'est-à-dire qu'avec certains éditeurs on est en dépôt-vente, avec d'autres c'est pas possible, donc on est en achat direct, avec certains on a 20%, avec d'autres on a 30%. Voilà. Du coup c'est une gestion des inventaires qui est quand même assez lourde. Pour l'instant, pourtant, on n'a pas énormément de titres. Enfin, 1000, voilà, c'est pas beaucoup. Donc c'est vrai que parfois, ça nous arrivait de passer directement par Arcades parce que ça facilitait aussi. Donc c'est très bien qu'il y ait ces possibilités et qui propose ça. Ça nous a aussi permis de découvrir des éditeurs qu'on connaissait pas. Voilà. Après, financièrement parlant, c'est vrai que nous, pour le moment, enfin, on n'a vraiment aucun soutien de ce qui est de la culture, comme je le disais tout à l'heure. Un tout petit peu de la ville de Marseille sur les projections jeunes publics, quand même. Après, pour l'instant, c'est plutôt le réseau de l'économie sociale et solidaire qui nous aide, donc tout ce qui est création d'entreprises, voilà. Donc on a l'impression, peut-être que c'est parce qu'il faut qu'on fasse nos preuves ou je sais pas. Après, ce qu'on a envie de faire à terme, c'est aussi d'aller voir le CNC, leur disant qu'il y a quand même d'autres moyens de diffusion possibles aujourd'hui. Et que donc il n'y a pas que les salles commerciales qui font un travail de diffusion en salle, mais que la relation au public, du coup, elle passe aussi par plein d'autres formes, que ce soit le vidéoclub, que ce soit un café, que ce soit une librairie, et que du coup c'est ici aussi que les films trouvent leur public. Donc voilà, pour nous à terme, ce serait quand même d'amener le CNC à prendre en compte aussi ces salles non commerciales, ces lieux hybrides. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend d'eux pour l'instant? Voilà, j'ai pas trop de réponses, mais en tout cas, on aimerait bien qu'ils nous prennent en compte. Ouais. Oui, ça va rejoindre un petit peu. Après, moi, je suis assez d'accord parce que ce que tu disais sur les marges des DVD, ça va être différent selon les éditeurs. Mais elle reste surtout très faible. Moi, pour quelques confrères commerçants sur de la vente de vêtements ou d'autres produits manufacturés, les marges sont absolument pas les mêmes, et quand je leur donne les marges sur le DVD, ils comprennent pas que ça puisse exister. Et alors à la fois je comprends qu'un DVD a un tarif minimal qui puisse
difficilement descendre encore, mais je pense que les aides, elles peuvent être aussi là, mais comme tu disais, ça passe d'abord par une reconnaissance, moi je parle souvent avec mes clients de la comparaison avec une librairie, peut-être que tu pourras développer un petit peu, où il y a une vraie reconnaissance et surtout un préfixe du livre. C'est absolument pas le cas dans le DVD, et je pense que la reconnaissance, je vois pas comment elle peut l'être si effectivement, d'un point de vue politique, encore une fois, on ne prend pas en considération l'édition DVD à proprement parler, mais surtout ces lieux qui ne sont pas tous qui sont plus des vidéos futures. Enfin, je parlais de l'image négative qu'on pourrait avoir des vidéoclubs. Et effectivement, moi, je l'ai rencontré, le CNC, en partie pour ça, par rapport à l'édition. On a eu de très longs échanges sur les problèmes de droit, parce que aujourd'hui, j'ai un catalogue de droits locatifs. Je veux pouvoir le céder à une association qui pourrait l'exploiter en droit de prêt. C'est deux choses complètement différentes. La réponse, c'est il faut aller voir chaque ayant droit des 4000 films pour savoir si je peux transvaser les droits. Et mon souci aujourd'hui, il est vraiment d'un point de vue légal, tant au niveau de la location qu'au niveau de la projection en non commercial, comme tu disais. Et donc il y a plein d'interlocuteurs, les tarifs changent tout le temps évidemment, mais c'est sûr qu'on va privilégier les interlocuteurs qui ont bien compris les enjeux de notre projet, et le problème, c'est qu'aujourd'hui je vais travailler avec 4-5 personnes régulièrement, et les autres non, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion d'échanger. Donc c'est vrai que c'est très bien de pouvoir se rencontrer comme des week-ends comme celui-ci. Après, je crois que j'ai répondu aux deux questions en même temps. Mais... Cécile, vous avez des remarques supplémentaires par rapport à ça? Moi, quelque part, ça me rassure d'entendre, moi qui n'ai pas beaucoup d'expérience, qu'en fait, ce qui me pose moi vraiment question depuis le début, en fait, c'est la question de tout le monde. Et que c'est vrai que quand j'ai commencé à monter le projet et que j'ai inclus le DVD dedans et que j'ai vu ce que c'était que la marge sur le DVD, pareil, voilà, moi qui venais pas de ce milieu-là, je me suis dit mais comment on vit à vendre du DVD? En fait, sur le papier, c'est juste pas possible. On peut pas avoir un commerce et vendre du DVD, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, on essaie de comprendre, de se dire ah, ok, en fait, alors un tel fonctionne comme ça, donc ça complique la chose. On se dit ok, alors comment moi je peux m'en sortir le mieux? Et on comprend qu'en fait, c'est un milieu en effet où chacun fait plein de choses très différentes et différemment. À la fois, ça laisse certainement une marge de liberté qui est géniale, et en même temps, c'est-à-dire c'est toute la complexité de se dire est-ce qu'il faudrait plus de législation là-dedans, avec le risque que ça peut avoir, et en même temps, si on veut survivre, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas, voilà, qu'il y ait en effet le ministère qui s'intéresse un petit peu plus à nous et qui nous considère un peu plus. Donc je ne sais pas, j'ai pas la réponse parce que moi j'ai pas d'expérience là-dessus. Vous avez un syndicat des points de vente indépendants? C'est pas moi qui peux répondre à ça. Il y en a eu un, en tout cas pour les vidéoclubs. Aujourd'hui, il est... je ne sais pas où, dans l'espace. Non, mais des points de vente même culturels. Non, mais parce que vous savez comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment les lobbies. Donc moi j'ai présidé la Fédération des cinémas. Je veux dire, elle a un poids même pour l'éducation à l'image. Elle dit non, ça doit passer par l'exploitant local. Et même l'éducation nationale a du mal à faire dans les classes l'éducation à l'image, tellement le lobby du cinéma est puissant. Donc si vous vous unissez pas et vous n'allez pas avec des chiffres, des représentants au CNC, au ministère de la Culture, on vous prendra pas en considération. Hein. Le problème, je pense qu'il vient surtout du fait du nombre de lieux culturels. Je dirais pas qu'on est tous là, mais je suis persuadé quand vous en parlez qu'il y en a plus qu'on ne croit. Peut-être que... Enfin, je vous ai pas les seuls représentants. Non, mais qu'il y en a parce que ce sont multiculturels. C'est-à-dire, si vous êtes uniquement vidéo, c'est sans doute limité. Mais d'après ce que vous dites, c'est forcément multiculturel. Et donc, il y en a peut-être plus qu'on croit. Peut-être qu'il faut vous allier à des libraires, à des cafés. C'est pour ça que le label du Calife, comptoir culturel, est une très bonne chose, une très bonne idée, parce qu'on peut se regrouper avec différentes activités sous ce label.
Et c'est un des grands enjeux culturels de notre époque, hein, les problèmes des villes, des centres-villes qui, à cause des loyers d'ailleurs, se vident. Et donc, je crois que les maires se battent pour avoir leur cinéma, pour que le cinéma reste, le subventionne, etc. Donc c'est un enjeu très très important. Donc c'est à vous aussi de faire du bruit, d'attirer l'attention sur votre rôle. Hein. Vous aviez quelque chose éventuellement La question c'était si on avait de l'argent concrètement, qu'est-ce qu'on en ferait? Si je... moi ça serait assez égoïste, ça serait promouvoir c'est notre plus lieu. là où vous en avez besoin en fait. Plutôt ça serait promouvoir ce lieu via des affiches, des rencontres avec les étudiants ou je sais pas, publication de catalogues par exemple, ou des choses comme ça. Déjà la promotion du lieu, se faire connaître des personnes qui sont à Caen et qui pensent que le Cinéma Luxe c'est qu'un cinéma et qu'il n'y a pas, pour ceux qui sont pas allés au Cinéma Luxe depuis plus de 10 ans, il y en a beaucoup. Et juste, à combien tu évalues les besoins par année, par exemple, pour faire la promotion du Cinéma Luxe? Je suis pas du tout apte alors peut-être le responsable, moi je suis juste un animateur parmi les trois, mais moi je suis incapable de chiffrer, de vous dire. Nous, pour le coup, il y a plusieurs choses du coup qu'on est en train de développer en même temps que l'ouverture du nouveau lieu, mais notamment un site web qui déchire, on va dire. Ça nous semble quand même super important, c'est-à-dire que moi, quelque chose qui me manque, alors là du coup c'est vraiment très perso, mais j'ai pas vraiment, alors il y en a quelques-uns, mais alors il faut les chercher, de sites web où je vais me dire, eux, ils font une super sélection, je peux leur faire confiance. Si on va sur les sites de VOD, on a comme ça 50 fiches, machin. On n'a aucune suggestion, pas de conseils, pas de ligne éditoriale. Tout est balancé, c'est le gros marché, quoi. Et donc, moi, je trouve que s'il y a un endroit, en fait, où aujourd'hui, il faut qu'on se place, c'est justement là. C'est dans la suggestion, dans le conseil, dans une ligne éditoriale précise, et où, du coup, on peut devenir un lieu de référence pour des cinéphiles à travers ces différentes activités. Du coup, nous, le site web, ça fait partie des choses où là, on a investi beaucoup, y compris pour que les gens puissent, depuis leur domicile, consulter le catalogue du vidéoclub, se faire un panier perso, les films que j'ai envie de voir, même se faire des petites notes comme dans un petit carnet, se noter ses propres critiques, des outils un peu comme ça. Évidemment, on aimerait aussi développer la librairie en ligne. Ça, on se dit que c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'on fasse à terme. Et puis, la VOD, on y pense aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire après pour être visible un peu plus largement qu'à Marseille et proposer justement différents modes de diffusion qui correspondent à des habitudes aussi différentes. Chacun pratique le cinéma de plein de manières, donc comment on peut y répondre? Justement, par rapport au problème de la VOD, j'avais discuté de ça avec le CNC notamment, et ce que je vois, moi, la problématique avec Internet, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, d'ailleurs j'ai en référence, mais j'ai un peu perdu le nom, mais d'un site belge de location de DVD, alors peut-être que certains retrouveront, mais un site très important en Belgique qui loue des DVD à distance, et sur place aussi, le site est très très beau, très bien fait, et on peut aussi louer en VOD, si je ne me trompe pas. Moi, ce qui me paraît important, c'est que ce site-là, il soit aussi représentatif de ce qu'on fait dans le lieu physique. Et c'est un peu le souci que j'avais eu, dans l'échange que j'avais eu avec le CNC, c'était de se rapprocher de plateformes déjà existantes, comme un relais ou je ne sais pas quoi. Et le problème, c'est que tout l'amour qu'on met dans le local physique, arriver à le transmettre sur Internet par un site assez aseptisé qui ressemble à d'autres, ça n'a pas de sens. Par contre, effectivement, d'avoir
son site ou peut-être une plateforme des comptoirs culturels indépendants où on met en avant effectivement plutôt nos coups de cœur que uniquement ce que le public n'attend ou n'attend pas d'ailleurs. C'est assez difficile d'être présent vraiment sur le net. Si on veut se faire voir, il faut ressembler à tout le monde. Et si, enfin moi je vois pour le site internet que j'ai développé, qui est absolument pas visité, il le sera jamais parce que j'ai pas les moyens humains et financiers. Même si j'avais les moyens financiers, je suis pas sûr que j'aurais les moyens humains de le faire vivre. Une boutique en ligne, c'est pas simplement envoyer des DVD de temps en temps, c'est aussi mettre à jour tout le catalogue, les nouveautés, etc. Et c'est du temps plein. Donc très rapidement on se retrouve à se dire il faudrait une grosse équipe et puis du coup il faudrait être presque grossiste. Donc j'aimerais arriver à avoir, ça fait 4 ans que j'ai un site internet qui me met aussi le catalogue locatif, les produits que je mets en vente, etc. Mais c'est très difficile même si on était plusieurs, de vraiment le faire vivre comme on fait vivre le lieu physique. Voilà, écoutez, on est arrivé au bout, je suis désolé. Ouais, je voudrais juste, si je résume un tout petit peu ce que je viens d'entendre, est-ce que, d'une façon plus générale, si on arrivait à vous amener une vraie aide à la communication et la promotion d'un côté, et de l'autre, j'entends bien la question du stock et notamment de la capacité à pouvoir obtenir des références en provenance des multinationales. Est-ce que déjà sur 2 éléments comme ça faciliterait la vie de vos structures ? Disons que ça ferait avancer, oui. Parce que c'est sûr qu'il y en a pas mal de clients, je pense, qui ne comprennent pas pourquoi on n'a pas tel film de Ford alors qu'on va avoir l'intégrale de Miguel Gomez à côté. Et c'est la réponse que j'ai tout le temps, c'est avec les clients qui me demandent un film précis, je dis non, je peux pas l'avoir. J'aimerais, mais c'est pas que je veux pas. Mais du coup, l'image de marque en joue aussi si on peut pas tout avoir, ça c'est sûr. Et moi, c'est vrai que je prends l'exemple concret. Encore une fois, je suis nouvelle et que du coup, je connais peut-être pas tous les rouages de ce métier-là, mais tout à l'heure, je vais voir un des éditeurs à côté. Et comme je passe par Arcadès, entre autres, l'éditeur me dit bah oui, mais tu peux pas m'acheter directement des DVD puisque voilà, sauf qu'il y a des titres de cet éditeur que j'adorerais avoir et que je les ai pas parce que d'abord il fournit les autres et que moi j'attends depuis 3 semaines un DVD que mes clients me demandent et que j'y aurais pas accès parce qu'Arcadès ne veut pas me les donner parce que voilà, ça se vend autrement ailleurs et que du coup voilà, je peux toujours attendre alors que j'ai une image, je pense pour mes clients, de la boutique où ils peuvent trouver ce DVD. Donc je trouve il y a des paradoxes comme ça qui fait que si déjà entre nous, plus tous ceux qui sont pas présents aujourd'hui mais qui font le même travail que nous et que le Calife connaît, plus les éditeurs qui sont là et que le Calife aussi fédère, si déjà entre nous on pouvait trouver un système de fonctionnement à peu près uniforme, même si encore une fois, pour avoir travaillé du côté des distributeurs, je sais très bien que chaque éditeur a son propre fonctionnement, sa propre économie, et qu'on ne peut pas unifier les choses dans un monde idéal. Il y a évidemment du relief dans tout ça, mais si au moins le Calife, par exemple, en effet, pouvait être un lien qui, avec les éditeurs qui le veulent bien, qui sont vraiment, je crois, on a beaucoup de points communs dans ce qu'on défend, dans notre économie, etc. Déjà, pour moi, ça serait un pas de franchi énorme pour faire qualitativement le travail, économiquement que ça soit à peu près satisfaisant, et qu'on aille vers ça plutôt que d'aller vers des représentants globaux qui sont pas forcément très satisfaisants. Oui, oui. Et puis je reviens au comptoir culturel, à la notion du comptoir culturel. Je pense qu'une aide financière, ce serait bien, mais la reconnaissance, c'est quelque chose d'important. Et justement, ce label de comptoir culturel peut nous réunir et faire avancer les choses. Ça, juste une remarque, donc la vidéo paye une TVA de 20%, la salle de cinéma et le livre c'est 5,50, donc c'est un choix, c'est-à-dire qu'on dit que le DVD n'est pas un produit culturel. Si on appliquait la même fiscalité au DVD qu'à la salle de cinéma, il y aurait 5,50 plus 11% de TSA, le financement du CNC, et 11% de 950 000
millions, ça fait près de 100 millions pour subventionner. Dans le cinéma, il y a près de la moitié qui va aux salles de cinéma. Une partie automatique et une partie sélective. Donc c'est beaucoup d'argent. Donc c'est un choix. Alors c'est pas le gouvernement français qui l'a décidé, c'est des règles européennes. Mais là, il faut militer parce que c'est un enjeu culturel et sociétal extrêmement important. Je pense qu'il faut qu'on se rapproche des salles de cinéma et que vous parliez d'ailleurs de la fédération, et c'est vrai que moi ça me choque de voir qu'au congrès annuel de la fédération des salles de cinéma, on n'est absolument pas présent, on n'existe pas, alors que ce sont les mêmes distributeurs de films et que nous on est la continuité et la fin de l'existence d'un film. Donc moi qui suis passée par tous les maillons de la chaîne et que je suis vraiment au bout du bout, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis choquée de voir qu'en fait il manque ce lien-là, quoi, et qu'on n'existe pas. Alors se fédérer aujourd'hui, oui, on va chacun essayer dans son coin, mais en fait on est, je crois, tellement peu nombreux avec des activités tellement multiformes et qui nous suroccupent que ça va être compliqué. Donc si on se raccroche pas à un wagon un peu plus fort, voilà, c'est vrai que j'ai peu d'espoir là-dessus, de créer notre propre lobby, tout ça. On existe, c'est bien, mais peut-être que le plus simple quand même, c'est de se rapprocher du lobby qui est juste au-dessus de nous, qui est quand même en effet beaucoup plus puissant, qui est la fédération. Voilà, après, je ne connais pas les tenants aboutissants des relations. Voilà, mais c'est quand même vous avez un handicap, un poids. Vous courez le 100 mètres avec, on vous a mis des poids aux pieds, et on dit il ne court pas vite. Mais vous êtes totalement désavantagé par rapport aux autres activités culturelles. Voilà, écoutez, je vous remercie. On pourra continuer à discuter après.